Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de votre fidélité au Magasos sur KTO. Nous allons passer 1 heure ensemble à la découverte de la Fondation des monastères. Pour nous accompagner, 3 invités, 3 acteurs de la Fondation. J'accueille tout d'abord Marie-Laure Beauchesne, vous êtes directeur de la Fondation des monastères. Bonjour. Bonjour. J'accueille également sœur Marie-Chantal, vous venez du monastère de la Visitation de Voiron dans l'Isère et vous êtes présidente de la Fondation. Et puis j'accueille à vos côtés, bonjour ma sœur, et puis j'accueille à vos côtés le père Achille Mestre. Vous me coupez si je me trompe, vous êtes ancien conseiller d'administration de la Fondation et conseiller juridique, et depuis peu secrétaire général adjoint de la COREF, qui est la conférence des religieux et religieuses de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marie-Laure Beauchesne, je vais me retourner tout de suite vers vous pour parler très simplement de cette fondation des monastères. C'est avant tout une œuvre de solidarité monastique, une œuvre d'entraide. C'est une œuvre qui a été créée il y a environ, il y a même exactement 40 ans, puisque nous fêtons l'anniversaire cette année, et qui a été créée par un moine cistercien pour aider l'ensemble des communautés religieuses dans toutes leurs difficultés. À la fois une œuvre de solidarité entre les grands monastères et les petits, et puis une solidarité aussi entre le monde laïque et le monde religieux et les donateurs. Je crois que ces missions sont assez variées, il y en a plusieurs, on peut les clarifier un petit peu? Oui, c'est-à-dire c'est une mission d'aide financière, donc on recherche des legs, on recherche des dons pour aider les communautés qui ont beaucoup de soucis de ce côté-là, et puis c'est une aide juridique aussi, on les aide aussi beaucoup sur le plan juridique. En quelques mots, son fonctionnement? Comment ça marche? On viendra avec nos invités dans quelques instants voilà, voir leur rôle. C'est un petit fonctionnement. On a un conseil d'administration composé de 12 personnes avec donc une présidente à sa tête. On est assez fiers d'avoir une présidente après beaucoup de pères abbés qui se sont succédés. Et puis, donc ces 12 personnes forment le conseil d'administration. Et puis, on a les services, ce qu'on appelle le secrétariat général, où on a un petit fonctionnement, on est 6 à assumer, à mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Alors avant de revenir dans le détail sur les diverses thématiques de la Fondation, on va découvrir peut-être un peu plus en détail nos 2 invités. J'aimerais revenir sur votre parcours, on va commencer par vous, ma sœur. Est-ce que vous pouvez nous retracer dans un premier temps votre parcours religieux? Comment vous êtes rentrée au monastère de Voiron? Alors il y a bientôt 50 ans que je suis visitandine, donc au monastère de Voiron. Mon parcours est un peu atypique parce que je viens d'une famille qui n'est pas pratiquante, même pas croyante pour la plupart de ses membres. Et j'ai rencontré le Seigneur et l'Évangile en fait pendant ma scolarité dans une aumônerie avec l'aide d'amis et d'un père jésuite, voilà. Et puis j'ai découvert la Visitation François de Sales, Jeanne de Chantal. Et je suis entrée à Voiron, donc il y a bientôt 50 ans. Et je suis maintenant une des plus anciennes de ma communauté. Voilà. Pouvez nous la présenter alors, ce monastère et cette communauté? Nous sommes donc situés à Voiron-Chartreuse, je précise, donc dans le diocèse de Grenoble. Nous sommes 25 moniales de 40 à 96 ans. Et celle de 96 ans n'est pas la moins vigoureuse. Je vais me retourner vers vous, mon père. Même question, un petit peu votre parcours. Notamment puisque vous venez de changer récemment de fonction. Alors à la fois votre parcours monastique et puis vos nouvelles fonctions, quelles sont-elles? Peut-être d'abord dire que mon parcours fut assez atypique pour d'autres raisons que celle évoquée par Mère Marie-Chantal, parce que pendant longtemps j'ai été dans la vie active, j'ai été professeur d'université en droit et en sciences politiques, et puis c'est à 35-38 ans que l'évangile m'a interpellé, l'évangile du jeune homme riche. J'étais pas très jeune, j'étais pas très riche, mais j'étais marqué par cette phrase de Jésus, « Si tu veux venir à ma suite, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi ». Donc cet appel à vivre cette suite du Christ, je l'ai entendu dans un lieu, à l'abbaye d'Hautecombe, à l'écoute d'un père hôtelier qui m'a beaucoup marqué, le frère du psychanalyste Marc Lacan, frère de Jacques Lacan. Et voilà, je me suis lancé dans cette suite du Christ, à Hautecombe, puis ensuite à l'abbaye de Ganagobi, lorsque nous avons quitté les lacs du Bourget pour nous retrouver sur la Provence, dans les hauteurs de la Provence, un beau monastère aussi, où là j'ai été père hôtelier pendant quelques années.
Et ensuite, j'ai été appelé à exercer des fonctions auprès de Monial. Nous verrons tout à l'heure, je crois, un reportage sur l'abbaye de Jouarre. J'y ai exercé pendant une décade les fonctions d'aumônier. C'est pendant tout ce temps-là que l'on m'a invité à pratiquer le droit, cette fois canonique, ou aussi le droit civil, à la Fondation des monastères, que j'ai découverte grâce à une sœur de Jouarre d'ailleurs. J'ai été au conseil d'administration, j'étais conseiller juridique. Je me suis occupé d'une revue, celle des monastères, dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ainsi, de façon un peu atypique, j'en conviens, au service de mes frères moines et de mes sœurs moniales. Et puis, dans l'Église, on est appelé. À la fin de l'année dernière, j'ai été appelé à d'autres fonctions, une conférence de religieux et de religieuses de France qui rassemble cette fois tous les supérieurs majeurs, apostoliques et puis les moines. Et cette conférence avait besoin d'un secrétaire général adjoint. Et voilà, je fais partie de ce binôme. Et j'exerce maintenant ces fonctions sur Paris, à plein temps, depuis le début de l'année. C'est un autre service d'église et je reste très en lien très étroit avec la Fondation des monastères, pas plus tard qu'hier, et j'en termine par là sur ce point. Nous travaillons ensemble avec Madame Beauchesne parce que nous mettions en place une session que nous allons présenter et organiser à la fin de l'année en commun. Eh bien, la Fondation des monastères, on y revient, et puis on va revenir tout de suite en images. Je vous propose de rentrer très concrètement dans les nombreuses actions que vous menez. Je vous propose de regarder un premier reportage de Sophie Lenné, qui s'est rendue au monastère du Mont des Cats, c'est près de Lille, et plus précisément, je vais essayer de bien le prononcer, à Gotverzelt. Au sommet du Mont des Cats, près de Lille, se trouve une abbaye de moines cisterciens trappistes. Un établissement imposant, construit en 1826. Dans ce monastère, une quarantaine de moines observent la règle de saint Benoît. Une vie tournée essentiellement vers le Christ, rythmée par les temps de prière liturgique. Quand ils ne prient pas, les moines s'adonnent au travail. Perpétuant la tradition de leurs prédécesseurs, ils vivent d'une industrie fromagère. Grâce à cette usine ultramoderne, les frères produisent 220 tonnes de fromage par an. Pour la communauté, cette industrie est leur principal gagne-pain. Mais pour entretenir un tel établissement, la fromagerie ne suffit pas. Fort heureusement, les frères peuvent compter sur l'aide de la Fondation des monastères, une œuvre de solidarité monastique qui recueille des dons et legs pour les redistribuer sous forme de secours. Don Guillaume, père abbé de ce monastère depuis 1997, a plusieurs fois fait appel à la Fondation. La première fois, c'était pour restaurer l'église. La Fondation des monastères, par son financement, nous a aidés donc à faire ces travaux qui sont quand même assez considérables, et en particulier à faire cette tribune donc, qui permet justement d'accueillir davantage de monde dans notre église. Autres travaux entrepris, l'installation d'une nouvelle croix sur le clocher, ou bien encore la construction d'une infirmerie. En bon dirigeant, Don Guillaume vient voir l'évolution du chantier et saluer les ouvriers. Grâce au soutien financier de l'Association des monastères, cette future infirmerie accueillera les frères anciens qui auront besoin de soins. C'est très important pour nous que les frères puissent demeurer au cœur de la communauté et qu'ils puissent continuer à profiter de l'ambiance monastique, des offices, parce que les offices sont retransmis à l'infirmerie. Les frères peuvent disposer de la bibliothèque, ou bien les autres frères peuvent les visiter plus facilement. Et pour nous, c'est très très important, parce que ça crée une ambiance familiale, si vous voulez, autour des frères anciens. Mais la Fondation des monastères ne se limite pas qu'au soutien financier. Elle exerce aussi une activité de conseil et de promotion culturelle. Nous voici dans la boutique de l'abbaye. Don Guillaume a rejoint les deux gérants de l'édition Bellefontaine. Une édition de livres écrits par des anciens moines de l'Antiquité et du Moyen-Âge chrétien. Alors, l'un des deux livres qui a été édité cette année concerne une abbesse. Cette édition, menacée de disparaître, a pu passer sous la direction de l'abbaye du Mont des Cats grâce à l'aide de la Fondation. Pour soutenir cette publication de livres, la Fondation des monastères de France a aidé des abbayes qui elles-mêmes ont pu nous aider à financer le rachat de ces éditions afin de continuer la mission de répandre, si vous voulez, cette parole, ces trésors de l'Église d'Orient et d'Occident au niveau du monachisme. Attentive aux besoins des communautés religieuses,
la Fondation joue un rôle déterminant pour ses frères. Au-delà, si vous voulez, de son rôle purement matériel ou d'aide juridique ou de conseil, même dans les aspects plus financiers, en fait, son rôle fondamental, c'est de permettre à la vie monastique de traverser les difficultés. Et de permettre à ces moines de vivre pleinement leur vie intérieure de silence et de prière. Alors, Marie-Laure Beauchesne, on fête cette année le 40e anniversaire de la Fondation, une fondation qui a été créée dans un but bien précis à l'époque, je crois. Voilà, ça s'est passé en 1969, au moment où notre fondateur, le père Huttot, le père Jacques Huttot, qui était cistercien à l'abbaye de Bellefontaine, près d'Angers, et qui travaillait déjà dans des organismes comme la Mutuelle Saint-Martin, s'est rendu compte qu'on allait obliger les moines et les moniales, bon, ce qui avait un sens aussi, à cotiser à la Caisse des cultes, qu'on appelle maintenant la CAVIMAC, et que ces cotisations sociales, qui étaient des cotisations sociales volontaires, qui n'étaient pas appuyées sur un salaire, allaient être d'un poids énorme pour les petites communautés. Et donc, il a imaginé cette association en disant il faut d'abord qu'on trouve de l'aide à l'extérieur, mais il faut aussi que les grandes abbayes, comme celle du Mont-des-Cats, aident les plus petites, celles qui ont moins de ressources, celles qui sont moins nombreuses aussi. Et il pensait surtout aussi à sa sœur qui est dans un petit Carmel, et donc qui avait attiré son attention. Et ça a commencé comme ça. Donc là, au début, ça a été vraiment pour aider à ces cotisations sociales qui sont toujours un poids pour les communautés. Mais c'est vrai que depuis, la Fondation a étendu son aide à des besoins aussi plus importants, comme tous les besoins de restauration, entretien des monastères. Beaucoup des demandes sont dans ce domaine. Peut-être d'ailleurs, j'ajouterais, si vous me permettez, que la Fondation des monastères, au-delà des monastères stricto sensu, peut aider toutes les communautés religieuses chrétiennes, ce qui du coup ouvre quand même plus largement son champ que son titre ne le laisse apparaître a priori. Ça permet d'aider les communautés apostoliques, par exemple, et il arrive à la Fondation d'aider des communautés religieuses masculines ou féminines qui sont apostoliques, ou encore d'aider parfois des communautés orthodoxes, voire protestantes, elles sont plus rares. Mais voilà, toutes les communautés chrétiennes ont des liens avec la Fondation des monastères, et je trouve que ça ouvre à une dimension écuménique parfois. Ponctuelle, c'est vrai. La Fondation est d'ailleurs reconnue d'utilité publique. Elle est reconnue d'utilité publique. Vous avez parfaitement raison, et je crois que ce caractère-là, notamment cette ouverture-là, vous voyez, montre bien l'intérêt général que le Conseil d'État a reconnu, puisque qui dit reconnaissance d'utilité publique dit décret en Conseil d'État, excusez aux juristes que je suis de le souligner, eh bien, cette vocation, vous voyez, un petit peu, je n'ose pas dire universelle, bien que aussi, et j'en termine sur ce point pour ma part, nous aidions aussi à l'occasion des communautés qui sont à l'étranger. Je pense à des communautés de pays pauvres, en Afrique par exemple, ou dans les pays de l'Est, qui sont parfois dans des situations difficiles et qui elles-mêmes aident les gens du cru à vivre, voire à survivre. Et nous pouvons les aider à s'implanter, à se développer et à créer des outils de production. Justement, ma sœur, vous qui en êtes la présidente, quelles sont les communautés qui sont majoritairement aidées? C'est vraiment ouvert à toutes les communautés? C'est ouvert à toutes les communautés, mais nous avons vu là au Mont-des-Cats de gros travaux qui sont propres à une grande abbaye. Oui. Mais il y a des petites communautés, des petits monastères, qui ont besoin d'aide pour des choses qui paraissent anodines, mais qui pour elles sont très importantes. Le changement d'une chaudière, par exemple, ça dépasse parfois les possibilités d'une petite communauté de carmélites, de visitandines ou de dominicaines. Oui, parce que l'exemple qu'on voit dans le sujet, c'est vraiment une grande abbaye qui produit, qui a beaucoup d'argent, mais il y a un petit peu des abbayes à deux vitesses, on peut le dire en France, des grosses abbayes, et puis des petites communautés. C'était encore comme ça au moment où le père Huttot a changé. Il y avait vraiment des grandes abbayes d'hommes et certaines femmes, les grandes abbayes cisterciennes, les grandes abbayes bénédictines avaient vraiment des activités qui produisaient quand même des moyens, et puis il y avait beaucoup de ressources jeunes aussi. Et là, depuis un certain temps, quand même, les communautés, justement, ont un petit peu diminué. Et donc, il y a non seulement, effectivement, les petites communautés comme les Carmels, les Clarisses, les Visitations, mais aussi, il y a certaines grandes abbayes. Donc, c'est vrai que le Mont-des-Cats, je pense que le père Huttot aurait jamais imaginé, au moment où il a créé la Fondation, qu'on serait amené à aider le Mont-des-Cats ou d'autres grandes abbayes cisterciennes ou bénédictines. Il pensait que c'était elle-même qui devait aider les plus petits. Mais ce qui se passe dans les faits, puisqu'il me semble avoir vu que dans la Fondation, il y a une solidarité entre monastères, comment ça se passe?
Vous chapeautez un petit peu Voilà, les c'est quand même deux, nous qui organisons ça repasse par voilà, vous. Hein. C'est-à-dire voilà. que c'est pas entre monastères Non. que peuvent transiter les secours ou les autres conseils. Non, voilà, c'est nous qui organisons un petit peu la solidarité parce que tous les monastères le savent. Quand ils se servent des services de la Fondation, si nous recevons des dons, nous faisons profiter les donateurs de reçus fiscaux qui sont propres à notre statut de fondation. Et donc, les monastères nous laissent une petite part, en général c'est 5%, des dons qui passent. Donc, chaque fois que donc un donateur qui nous fait un don, il peut nous donner un don de 100 €. On va reverser 95 € du monastère et on va mettre 5 € dans le fonds de solidarité. Et donc le donateur sait que ces 95 €, bon, ils vont aller peut-être au moins des cas. Et puis les 5 €, ils iront à un Carmel qui a eu besoin pendant l'année. Enfin, ça s'accumule. Besoin ponctuel, très précis. Et donc cette solidarité, elle est vraiment importante parce que voilà, tout le monde participe à ce fonds de solidarité de la Fondation. Alors justement, comment ça se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que ce sont les monastères qui vous contactent directement en disant, vous parliez d'une chaudière, par exemple, notre chaudière a lâché, c'est l'hiver approche, nous avons froid, ou est-ce que c'est vous qui avez des conseillers en local qui vont vous remonter les informations? Comment se passe le transit d'informations? Non, c'est pratiquement toujours les monastères qui demandent, c'est les communautés. Quelquefois, ça va être des laïcs qui vont nous demander, on dit toujours, non, attendez, c'est la demande, elle doit venir de la communauté. On ne travaille qu'avec les communautés, pas avec les associations qui peuvent être autour. Mais vraiment en liaison toujours avec les supérieurs. Mais en général, oui, on reçoit ou un coup de téléphone en disant j'ai un gros problème, ou une lettre, et à ce moment-là, on envoie un petit dossier. C'est pas très administratif chez nous, juste pour avoir des informations sur le projet, comment est financé le projet. Donc il y a une personne spéciale à la Fondation qui s'occupe de recevoir tous ces dossiers, de les traiter un petit peu, de demander des informations. Et puis tous les 3 mois, il y a une réunion ou du bureau ou du conseil d'administration. On a pratiquement à chaque bureau ou conseil d'administration, on a une trentaine de demandes réparties en qu'est-ce que vous diriez, Mme Marie-Chantal, une vingtaine de demandes françaises et une dizaine de demandes provenant de l'étranger, qu'on a souvent déjà un petit peu écrémées au départ. Oui. Et puis là, bon, on a le budget qu'on a, qui représente à l'heure actuelle à peu près 500 000 € par tous les 3 mois. Et voilà, et selon c'est difficile d'arbitrer. Il arrive tout de même aussi que, ayant connaissance des difficultés d'une communauté, vous fassiez vous-même. Voilà, on leur conseille. Je suppose que ça va être relativement délicat, non, voilà. pour un monastère. Oui, certains cas d'urgence. Téléphoner, de dire on est à court d'argent. Non, mais il y a eu des cas d'urgence, par exemple. Il y a eu des incendies qui se sont produits dans une abbaye ou dans une autre abbaye, dans 2 abbayes successivement, des incendies qui ont été dramatiques, au moins au point de vue architectural et au point de vue des monuments. Et immédiatement, là, pour le coup, des secours sont dégagés d'urgence pour aider à faire face aux réparations les plus urgentes et les plus immédiates, vous voyez. Alors, on peut prendre aussi cette initiative de solidarité dans des cas comme ça. Sinon, c'est pas très difficile. Les communautés nous connaissent toutes, les économes nous connaissent tous. On est la plupart du temps en rapport essentiellement avec les économes et les cellurières, ce qu'on appelle les cellurières dans le monde bénédictin et cistercien. Non, enfin, elles nous connaissent très bien et elles connaissent aussi les membres du conseil d'administration. Dans le conseil, il y a quand même 5 ou 6 ou père abbé ou mère abbesse ou moines. C'est quand même une grande famille, le monde monastique. Tout le monde se connaît. Bon, et dire, on est en train de refaire l'hôtellerie, il faut la mettre aux normes. Voilà, j'ai un de vie de 200 000 €. Est-ce que la Fondation peut m'aider? C'est pas difficile. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile. On sait qu'il y a certains carmels, certaines petites communautés, et peut-être même des grandes, on ne le sait pas, qui ont vraiment des difficultés, même pour se chauffer. De temps en temps, quand j'ai une sœur qui me dit on a éteint le chauffage là parce qu'on ne pouvait pas. Bon là, je dis attendez, vous faites une demande tout de suite, faites une demande, on va vous envoyer les 1 000 ou 2 000 € qu'il faut pour que vous continuiez jusqu'à ce que vous ayez. Mais ça, c'est plus difficile. C'est un peu comme les problèmes des personnes par exemple les Restos du Cœur. Il y a ceux qui demandent toujours et ceux qui auraient plus besoin. Le juste mieux. Alors au-delà justement de l'aspect financier, de payer certaines factures, certaines charges, vous avez un rôle également de conseil qui est très important parce que mine de rien, un monastère, il faut le gérer administrativement, juridiquement. Il faut que vous apportez. Ça, je crois qu'on joue un rôle en effet assez important de conseil juridique et la direction de la Fondation des monastères, les présidents successifs ont beaucoup fait pour mettre en place, j'allais dire, des structures de conseil. Il y a une commission spécifique qui travaille, composée de fiscalistes, d'administratifs, d'anciens membres de la haute administration qui connaissent bien ces questions administratives et techniques. Pour ma part, j'ai pas mal travaillé sur les questions juridiques, canoniques, de reconnaissance légale des congrégations, un peu éventuellement fiscales.
nous avons souvent donc là des demandes ponctuelles qui nous sont adressées, vous voyez, et auxquelles nous essayons de répondre au cas par cas, y compris des questions canoniques aussi parfois sur le fonctionnement des structures, le fonctionnement des conseils, le fonctionnement des chapitres. Nous avons vraiment essayé de développer cela. Nous faisons régulièrement des publications d'ailleurs, en fonction des travaux que nous effectuons, des publications sur des aspects relativement techniques, mais qui aident les communautés à se gérer, qui aident nos économes, qui aident nos supérieurs à gérer leur communauté. Donc là, oui, je crois que la Fondation apporte un travail, moi je dirais assez, je le dis maintenant avec un peu d'extériorité, donc si vous me permettez, puisque je n'y suis plus, et donc je peux dire vraiment que c'est un travail important. C'est important parce qu'on n'est pas forcément préparé. C'est ce que je veux dire, on ne se rend pas compte vu de l'extérieur. Voilà. La plupart des gens qui s'engagent, il y a le travail, il y a la prière et le travail, mais tout l'aspect gestion. Je n'oserais pas dire que c'est une petite entreprise à gérer, mais il y a certaines tâches qui sont spécifiques et dont les frères et sœurs ne sont pas forcément préparés. Parce que dans une communauté, mettons, comme celle qu'on a vue au Mondéka, vous avez la communauté elle-même, qui a une comptabilité, il faut nourrir tout le monde, il faut habiller tout le monde, mais vous avez aussi à côté, vous allez avoir l'activité lucrative, et là c'est une petite entreprise. Et donc, alors il y a certains monastères travaillent avec des laïcs, mais d'autres assurent complètement la gestion de l'entreprise. Et quelquefois, il y a même plusieurs associations pour plusieurs activités lucratives. Oui, ça nécessite... moi, je dis toujours, je suis très compassionnel par rapport aux celleriers et aux économes, parce qu'ils sont rentrés pour... bon, comme disait le Père Achille, on abandonne tout, on suit Jésus. Et finalement, on se retrouve en train de consulter le CAC 40 pour savoir si les 3 francs 6 sous qu'on a placés vont nous permettre de faire le toit. Et on est souvent accablé par les problèmes financiers et matériels. Et justement, ma sœur, on n'est pas préparé. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ce rapport avec la société presque civile, finalement, puisqu'on quitte tout, on quitte ses biens matériels, on s'engage pour Dieu, et finalement, comme vous le disiez, quelques instants après, on se retrouve devant l'ordinateur. Eh bien, c'est un service qui nous est demandé par la communauté. Et comme le disait tout à l'heure le Père pour lui-même, c'est l'Église qui appelle. Hein. Et nous, c'est la communauté qui appelle. Une économe qui est nommée économe, ça suppose qu'elle va quand même avoir une formation, parce qu'elle n'est pas forcément préparée à ça. Bien sûr. Et donc, elle va avoir besoin de conseils. Et c'est là, justement, où la Fondation est très importante, parce que les lois deviennent complexes, parce que il faut toujours agir dans la légalité, donc faire attention. Enfin, on le désire vraiment, très fortement, mais en même temps, on a besoin d'une formation et d'informations compétentes. Voilà. Et c'est là où la Fondation des monastères est vraiment importante pour, j'allais dire encore plus sur les petites communautés. Et dans ce sens, d'ailleurs, si vous me permettez, je pense à ces sessions que nous avons organisées les années précédentes. Madame Beauchesne ou moi-même y avons notamment collaboré directement. Et puis nous faisons appel à des avocats spécialistes en droit fiscal ou des notaires, etc. Et qui sont vraiment des sessions de formation qui drainent beaucoup d'économes, beaucoup de supérieurs, 150 personnes qui viennent passer une journée et nous leur offrons cette formation, j'allais dire, continue. Eh bien, on parlait un petit peu d'économie au sein du monastère. On va tout de suite partir au monastère de Jouarre, en Seine-et-Marne. C'est Sybille Delette qui a pu constater que le travail fait partie intégrante de la vie monacale et que gérer l'économie d'un monastère, eh bien, c'est pas si facile. Depuis près de 14 siècles, des sœurs bénédictines vivent derrière ces fenêtres. Elles sont aujourd'hui une quarantaine, âgées de 26 à 96 ans. Leur vie quotidienne est rythmée par la règle de Saint Benoît, ora et labora, c'est-à-dire prie et travail. Notre vie est en alternance avec la prière chorale, c'est-à-dire toutes ensemble, la prière individuelle, et avec un bon aspect de ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire que notre prière est surtout centrée sur la Bible, avec les commentaires de la Bible, bien sûr, et la prière personnelle. Donc nous avons des moments qu'on appelle de désert, voilà. Et puis le travail, bien sûr, parce que le travail fait partie de la prière. Et en plus, le travail permet aussi de vivre, car nous cherchons à ne pas être à charge quand même, et Saint Benoît a toujours prévu que les moines devaient travailler pour vivre. Mais pas facile pour cette communauté de ne pas être à charge, justement. Chaque mois, près de 75 000 € sont nécessaires à la vie des sœurs et à l'entretien des lieux. Au monastère, sœur Christophe, la sœur cellérière, est chargée de gérer les comptes et de veiller à l'équilibre.
On a des dépenses incompressibles, forcément. Même si on ne chauffe pas beaucoup, on est obligé de chauffer quand même décemment. D'autant plus que les sœurs ne rajeunissent pas, c'est sûr. On est forcé d'éclairer, on est forcé de manger, on est forcé comme tout le monde. Donc on essaye d'avoir quand même une ou deux voitures parce qu'il faut bien aller et venir, conduire les sœurs à des rendez-vous, même si on n'a pas, nous, de ministère à l'extérieur. Donc tout ça, ça fait quand même des frais. Alors on passe son temps à tenir une balance comme ça, et puis il y a des fins d'année où on se dit, cette année non, l'équilibre, ça y est pas, quoi. Pour arriver à cet équilibre, les sœurs ont différentes sources de revenus. Les réserves et autres dons, les pensions de retraite des sœurs plus âgées, l'aide ponctuelle de la Fondation des monastères pour les gros travaux, mais leur principale ressource, environ 40% de leur budget, vient de leur propre travail. Comme de nombreuses communautés, les bénédictines de Jouarre font des produits artisanaux. Leur spécialité est la terre cuite. Elles fabriquent en effet dans leurs ateliers des santons, des statuettes en céramique, mais aussi des croix et des pendentifs pour les communions. L'atelier, il y a une vingtaine de sœurs qui travaillent ici. Chacune a sa place, très définie, très spécifique. Et chacune a à cœur de faire son travail à fond. C'est-à-dire, nous nous appuyons les unes sur les autres et nous nous faisons confiance. La fabrication, du début à la fin, est confiée à des sœurs. Et le produit fini, on ne peut pas dire que ça a été fabriqué par sœur X ou sœur Y, mais c'est un résultat d'une collaboration des ateliers de l'abbaye de Jouarre. Autre aspect de la règle de Saint-Benoît, l'accueil des hôtes. L'abbaye dispose d'un bâtiment dédié. Cette semaine, une vingtaine de personnes sont là, surtout des jeunes, venus réviser leurs examens. Un excellent moyen pour les hôtes de se ressourcer et pour les sœurs de faire partager leur spiritualité. C'est vraiment important en ce sens que notre chemin est un chemin de vie, ce qu'on vit communautairement, et on ne peut pas le garder pour nous. Il faut que ça se donne. Alors ça se donne d'une façon invisible, par le travail de la prière, etc. Et en même temps, cette maison d'accueil permet à des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, de venir boire à la source à laquelle nous buvons, nous. La source spirituelle des sœurs, Dieu. Une vie contemplative rythmée par les offices et les temps de prière. Écoute et tu parviendras, disait saint Benoît. En vivant dans le silence et dans la prière sans être non plus coupées du monde, les sœurs enracinent leur vie auprès de Dieu et de sa parole. Mon père, je vous voyais attentif au reportage. Le monastère de Jouarre, vous le connaissez bien. Voilà, c'est un reportage que je viens de voir avec beaucoup d'émotion parce que je viens donc passer là une dizaine d'années comme aumônier et je l'ai quitté non sans quelques pincements au cœur. Parce que derrière ces images, il y a vraiment une admirable communauté, je pèse mes mots, d'une quarantaine de moniales qui vivent au plus près ce que demande saint Benoît, prier et travailler. En latin, permettez-moi, ora et labora. Et labora comporte ce mot même, d'ora. L'étymologie même est significative. Le labeur est un prolongement de la prière. La prière devient et s'exprime dans et par le travail. Alors en même temps, et la sœur Célérière le rappelait, sœur Christophe, ce n'est pas évident, parce que le travail, il faut trouver le juste travail. Il y a quand même 5 ou 6 heures de prière commune ou personnelle, et il y a à côté 5 ou 6 heures de travail, qui est parfois assez dur. Ce travail manuel, par exemple, là, de la poterie, est un travail qui peut être relativement dur. Ailleurs, ce sera, nous l'avons vu, une fromagerie, etc. Et ce travail, donc, est un travail qui parfois est relativement pénible. Il faut l'harmoniser, il ne faut pas qu'il soit trop lourd, et il faut en même temps qu'il soit rentable, au sens d'aujourd'hui, qu'il permette à la communauté de vivre. C'est sa seule source de revenus. C'est souvent la source, en tout cas, tout à fait principale, majoritaire de revenus. Les sœurs, les frères vivent de leur travail, du travail de leurs mains ou du travail intellectuel aussi, car les deux se vivent actuellement dans nos communautés, bien sûr, suivant les charismes et les dons de chacun. Et par conséquent, il faut avec ça pouvoir vivre et pouvoir entretenir des bâtiments souvent très importants, souvent considérables. Alors on a l'impression parfois, autrefois, jadis on avait parlé du million des Chartreux, bon, ça avait fait scandale dans la France laïque d'autrefois, mais en réalité, derrière ces grands murs, il y a souvent de lourdes charges.
lourdes charges. Et c'est là, je crois, on en revient à la fondation, où la fondation joue un rôle très important. Et tout à fait, on a l'image un petit peu du monastère riche, des bâtiments sur des terrains immenses, et finalement, vu de l'intérieur, c'est souvent des monastères, mais ils sont riches, les monastères. des charpentes qui s'écroulent. Attendez, Des charpentes qui s'écroulent, des termites. Nous venons d'avoir une facture. Il faut vraiment rappeler, on en discutait tout à l'heure pendant le reportage entre nous, que le fonctionnement d'un monastère est entièrement à la charge de la communauté. C'est-à-dire qu'il faut s'autogérer. Et tous les gros travaux sont à la charge de la communauté. Oui, voilà, c'est là que vous intervenez notamment, on l'a vu dans le premier reportage, à restaurer une chapelle. C'est là que je suppose que les travaux les plus onéreux sont dirigés vers l'aspect oui, on essaie de faire ce qu'on physique. peut, parce qu'il faut dire honnêtement que quand justement, sur un devis de 28 000 euros, voilà, la fondation va relativement facilement donner 20 000 euros. C'est une urgence, il y a les termites, il faut le faire, voilà. Mais on a très souvent des devis beaucoup plus considérables que ça. Une remise aux normes d'une hôtellerie ou une remise aux normes d'une infirmerie, c'est 100 000 euros par chambre médicalisée. Donc on est quelquefois devant des devis qui représentent 500 000, 600 000 euros. Bon, et là, la fondation, compte tenu de ce que je vous ai dit, on a un budget de 2 millions d'euros par an sur environ 60 ou 80 communautés, et on a eu probablement reçu 120 demandes. Voilà, sur ce devis de 600 000 euros, on va donner 100 000 euros les bons jours. Beaucoup plus facilement 30 000 euros, 40 000 euros. Donc il va falloir trouver le reste. Et c'est pour ça qu'il nous faut trouver encore plus de donateurs. On parle de trouver de l'argent, justement. D'où vient cet argent? Comment il est géré? Pour clarifier. Alors, étant donné qu'on est d'utilité publique, la Fondation a beaucoup d'avantages fiscaux, tous ceux de la Fondation. Donc elle peut recevoir des dons et des legs sans droit de mutation. Elle peut délivrer des reçus fiscaux aux donateurs. Et tout récemment, depuis l'année dernière, une fondation reconnue d'utilité publique qui délivre des reçus fiscaux. Les donateurs peuvent faire la déduction de leur ISF. Donc il y a beaucoup de donateurs qui sont quand même généreux et donc qui vont donner à la fondation. Mais notre problème un petit peu, c'est que les donateurs affectent souvent leurs dons. Bon, je l'ai dit, on peut recevoir des dons affectés. Vous voulez donner 100 euros au Mondéca, on va reverser 95 euros au Mondéca et puis la fondation gardera 5 euros pour le fonds de solidarité. Mais les donateurs aiment très souvent un ou plusieurs monastères, mais ça leur est difficile de donner, bon, en faisant confiance. Cibler, c'est ça, voilà, en disant voilà, je donne tant pour tel endroit, comme parfois pour les ONG, l'argent, on ne sait pas où il va. Et donc c'est vrai que, voilà, nous ce qu'on cherche aussi beaucoup, c'est des dons, qu'on appelle les dons et des legs, sans affectation, en faisant confiance, voilà, au conseil d'administration, pour le moment venu où il y a une difficulté, voilà, se servir de cet argent. Parce que finalement, on s'aperçoit quand même qu'il y a des inégalités aussi entre les monastères. Certains reçoivent souvent des legs qui sont donnés par la fondation, mais dont le produit donc leur est reversé puisque le testateur l'a souhaité, puisqu'on fait toujours ce que veut le testateur. Et puis d'autres qui n'en ont jamais. On ne peut pas ne pas constater ça. C'est-à-dire que dans certains legs, ils peuvent citer dans leur legs, voilà, je veux que l'argent aille à tel monastère très précisément, et on est obligé de... 90% des legs qui passent par la fondation sont faits pour un monastère ou plusieurs monastères nommément désignés. Et donc, comme on garde 10%, nous, toutes ces petites 10%, ça s'accumule. Mais c'est vrai, quand on a un leg qui est sans affectation, comme on dit chez nous, ça va être tout d'un coup 100 000, 200 000, 300 000 euros qui vont être à la disposition justement pour venir aux aides actuelles. Alors, Marie-Laure parle de sommes importantes, là, récemment. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont même pas besoin, souvent, de reçu fiscal et qui font des petits dons. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça aussi, pour nous, c'est très important. Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que c'est très touchant de voir des personnes qui, ayant peu de revenus, qui donnent parfois de leur nécessaire parce que dans la foi, ils veulent aider ces moines, ces moniales qui prient pour eux et avec eux. Voilà. Ça, je crois qu'il faut le dire aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'on a des... On reçoit quand même aussi beaucoup de dons, comme elle dit sœur Marie Chantal, des petits dons qui s'accumulent et qui permettent... parce que c'est vrai aussi que pour un Carmel, quelquefois, 3, 4, 500 euros qui se sont accumulés, qu'on peut leur donner pour une réparation électrique, pour une machine à changer, c'est déjà une somme. Ouais. J'aimerais parler un petit peu des aménagements des hôtelleries monastiques. C'est un petit peu dans l'air du temps, on le voit dans le sujet, les jeunes qui vont faire leur révision. On peut parler presque d'un boom du tourisme spirituel. Je peux peut-être en dire un mot si vous permettez, parce que j'étais hôtelier pendant 5 ans dans ma propre abbaye et je suis très sensible à ce qu'a dit sœur Anne de l'abbaye de Jouarre.
cet accueil. Cet accueil qui aujourd'hui vraiment se développe énormément. Ouais. Bon, il y a comme parfois on l'a dit, un tourisme spirituel, mais le terme est ambigu. Ouais, en réalité, il y a beaucoup de gens en quête de sens et qui viennent ici un petit peu approfondir leur foi ou leur non-foi, car il n'y a aucun brevet ni aucun certificat de baptême qui est demandé à l'entrée. Il y a donc dans nos hôtelleries monastiques, suivant le charisme des instituts, beaucoup ou peu d'accueil, mais presque chaque abbaye ou monastère a quelques chambres d'hôtes, parfois une centaine de chambres d'hôtes, et donc les nuitées dans certaines grandes abbayes se comptent par milliers par an. Et là, je crois qu'il y a vraiment un rôle très important des abbayes qui sont comme un pôle d'accueil où on vient déposer ce que l'on vit, où l'on vient creuser ce que l'on est, où l'on vient se retrouver soi-même dans le silence et dans la paix, généralement pour un temps relativement limité, qui va de 2 à 8 jours, bien sûr, et on peut partager la prière des moines et des moniales, on peut rencontrer un père hôtelier, on peut rencontrer une sœur hôtelière, on peut faire le point. Et je crois que c'est très important. Et je dirais que finalement, ça justifie aussi un petit peu le caractère d'utilité publique de la Fondation des monastères. Parce que je crois que là, dans un monde comme le nôtre, qui est relativement déboussolé, en perte de sens, la mondialisation nous le montre aujourd'hui avec ses incertitudes économiques et sociales, eh bien, chaque Français, chaque étranger sait qu'il peut venir frapper à la porte d'un monastère et qu'il est sûr d'être accueilli dans une hôtellerie, à bras ouverts, sans qu'on demande quoi que ce soit à celui qui y vient. Si ce n'est de respecter, bien sûr, le silence des lieux et de respecter aussi la prière de ceux qui y vivent. On en parle d'ailleurs, la Fondation a publié un annuaire, l'annuaire pratique des lieux monastiques. Ça peut permettre aux gens un petit peu de connaître les endroits. Et puis c'était bon de rappeler qu'un monastère est un lieu ouvert pour les personnes en quête de retraite. On l'a édité parce qu'on fait un petit peu, quand vous tapez sur Internet, vous regardez une page jaune, vous tapez monastère, on tombe sur nous. Donc on fait un peu centre de renseignement, même pour des choses qui ne nous concernent absolument pas, mais enfin on nous demande le numéro de téléphone de tel monastère, on demande des questions tout à fait variées. Et la question récurrente, on en reçoit 3, 4, 5 fois par jour, on nous téléphone en disant « je voudrais faire une retraite, où est-ce que je peux aller ?» Alors, il y a quand même, combien, Marie-Chantal 300 monastères en France 262 monastères de moniales. De moniales, mais si on compte les hommes, pas ça des nous hommes. fait environ 300, parce qu'il y a beaucoup moins de monastères d'hommes. Il y a une cinquantaine de monastères cisterciens et bénédictins, parce que la vocation masculine peut aussi... les hommes peuvent devenir prêtres. Donc, si vous voulez, forcément, il y a plus de femmes. D'où l'écart. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un écart comme ça. Donc, les gens téléphonent et voilà, ils disent je voudrais faire une retraite. Et on leur dit, vous voulez un cistercien, des bénédictins, à la mer, à la montagne. Bon, c'était très long de leur répondre. Donc maintenant, on leur dit ce que vous voulez quand on vous envoie le guide, où on a mis tous les horaires dans ce guide, l'accueil possible ou pas possible, le téléphone. Et pour les gens qui connaissent pas bien, je voudrais le dire, tout le monde peut aller dans un monastère. Et il faut quand même réserver un petit peu à l'avance parce que les hôtelleries sont grandes ou moins grandes, ça dépend. Et quand on veut passer un moment de monastère, il faut appeler le frère hôtelier ou la mère hôtelière. Ou la sœur hôtelière. C'est la porte d'entrée du monastère. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour vous, frères et sœurs, de gérer cet accueil du public et cet afflux un petit peu ces derniers temps je dirais pas forcément dans un sens matériel, mais dans un sens spirituel. Est-ce qu'on finalement vous voyez dire passer des révisions? Est-ce que pour vous c'est une vraie quête de sens ou c'est juste Nous venons d'avoir 5 étudiantes en Hippocane qui sont venues pour réviser la semaine sainte. Enfin, elles sont restées 10 jours. Et vraiment, pour elles, ça a été aussi un ressourcement spirituel. Car c'est cela qu'il y a derrière. C'est possible de concilier les deux. Oui, on ne vient pas juste se mettre un petit peu... Il ne s'agit pas d'étudiants qui viennent simplement pour réviser ou bachoter. Il s'agit de gens qui, en même temps, vont vouloir partager un petit peu la vie de prière de la communauté, vont accepter éventuellement ou demander de participer à certains travaux manuels qui va équilibrer leur propre temps de travail. Vous voyez, donc, il y a derrière, là encore, je pense, indirectement une quête de sens. Tout à fait. Alors, dans nos petites hôtelleries, je ne sais pas comment ça se passe dans les grandes abbayes, mais dans nos petites hôtelleries, c'est un peu aussi l'accueil à la carte. Tout à fait. Il y a les personnes qui demandent un accompagnement spirituel. Il y a celles qui ne sont pas forcément croyantes, qui viennent pour voir, qui cherchent, mais elles ne savent pas trop quoi, en fait. Un sens à leur vie, mais pas forcément Dieu. Et il y a un cheminement qui se fait. Et ces personnes, parfois incroyantes, deviennent des amies après. Et il y a
il y a des liens qui se créent. Et je crois d'ailleurs à cet égard que le père hôtelier ou la sœur hôtelière a un rôle très important, justement, parce que les sœurs ou les frères vivent en relative clôture, mais il y a justement cette interface qui est permise par cette personne qui, elle, est normalement toute écoute et tout accueil. Et je vous disais au début de notre interview combien j'avais été marqué pour ma part par don Marc-François Lacan, par la qualité de l'écoute de ce sage vieillard déjà à l'époque, qui m'a beaucoup marqué ainsi que tant d'autres. Et pour ma part, ça m'a conduit au monastère. Alors, si vous me permettez, à la visitation pour les femmes, il y a depuis les débuts de l'ordre cette chose qui est spécifique à notre ordre. Nous pouvons recevoir des femmes à l'intérieur de la clôture avec nous. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'allais dire justement, il faut quand même que les gens qui ne connaissent pas très bien les monastères ne pensent pas que quand ils vont passer 8 jours, même pas ça, c'est que quand ils vont passer 8 jours, ils ne vont pas vivre avec les moines et les moniales. Voilà, il y a la clôture, il y a l'hôtellerie monastique d'un côté. L'hôtellerie, c'est l'hôtellerie, voilà. alors il y a les offices, mais souvent la chapelle, il y a la partie en clôture. Tout à fait. Et donc voilà, et je pense que les gens qui ne connaissent pas bien mais qui voudraient connaître un monastère, je pense qu'ils sont peut-être quelquefois un peu déçus parce qu'ils pensent qu'ils vont s'intégrer dans la vie monastique. Chaque minute. Alors ça, c'est évident que ça n'est pas possible. Et même s'il y a des visites organisées pour les abbayes qui ont des très beaux bâtiments. Mais voilà, la clôture, c'est la clôture. Chez nous, les femmes peuvent vivre vraiment avec nous. De même tout le temps, par elles ne exemple, viennent pas au chapitre. à Saint-Pierre-de-Solesmes, les hommes peuvent aussi, mais que les hommes. Dans les abbayes bénédictines masculines en général, tout en général, oui, voilà. les messieurs peuvent partager les repas des moines, mais simplement pour les repas. Alors pour rester un petit peu sur l'accueil, alors là on va quitter l'hôtellerie monastique. On l'avait vu dans le premier reportage à Lille, le maintien des anciens au sein même du monastère est quelque chose de très important. Et c'est là que la Fondation intervient également. Il y a un vieillissement, malheureusement, des populations. Et c'est très important de garder. On parlait Don Guillaume parlait de famille. C'est très important de maintenir ce lien. Oui, mais je vais vous dire, c'est exactement la même chose. On peut faire des comparaisons avec le monde laïque. Autrefois, vous regardiez grand-père à la maison jusqu'à la fin. Maintenant, à 70 ans, et c'est parce qu'on sait qu'il va vivre jusqu'à 100 ans, et puisqu'il y a des soins médicaux qu'on ne faisait pas avant, on sait qu'on va être obligé de le mettre dans une maison de retraite. Et donc, cet allongement de la durée de la vie, c'est la même dans les monastères que dans les familles. Et c'est vrai que ça pose un problème particulier. Et qu'on est amené, nous, la Fondation, qui avions justement un rôle social au départ, à retrouver ce rôle social des cotisations sociales qu'on a aidé, mais à aussi aider maintenant à aménager les infirmeries, voire quelquefois faire des compléments éventuels pour pouvoir amener une sœur. Mais c'est vraiment un vrai problème, pour l'instant, qui n'est pas vraiment... Oui, alors qui se gère de manière différente, voilà, selon les communautés et selon les ordres. Nous, dans notre communauté, nous avons une sœur à l'infirmerie, elle demande beaucoup de soins, mais on peut la garder. Parce que la communauté est assez vigoureuse. Mais il y a des monastères qui ne le peuvent pas, des petites communautés qui ne le peuvent pas, parce que justement elles sont vieillissantes, ou bien les forces vives ne peuvent pas, plus à assumer. Où on ne peut pas leur faire assumer les personnes âgées à qui il faut des soins particuliers. Donc c'est là où on a créé des infirmeries souvent à l'intérieur d'une communauté, qu'on appelle maison de sœurs aînées ou anciennat, et où il faut un personnel à côté d'une communauté de présence. Et c'est là aussi où la Fondation des monastères intervient, parce qu'il faut mettre ces infirmeries agréées aux normes. Nous en avons 2 dans notre ordre, les Carmels en ont aussi, parce qu'il y a des monastères qui ne peuvent pas garder leurs anciennes jusqu'au bout, mais qui veulent que jusqu'au bout, elles aient un climat monastique. Donc, à côté d'une communauté de présence, il y a une infirmerie agréée qui regroupe des sœurs d'autres monastères. Il y a même telle ou telle communauté à laquelle je pense qui s'est un peu spécialisée, j'allais dire en ce sens. Un véritable EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, se confond à ce moment-là avec le monastère pour accueillir les sœurs du monastère, voire d'autres communautés religieuses qui ainsi vivent cet esprit monastique que vous venez de souligner, ma mère, et qui permet jusqu'au bout de maintenir un rythme de vie qui soit celui de la vie monastique et contemplative. Et dans l'ordre cistercien, il y a actuellement un très grand projet aussi, c'est le regroupement de 3 communautés, de 3 grands monastères. Un monastère du Nord qui était dans le Doubs et qui vont se regrouper près de Reims à l'abbaye d'Igny. Et bon, ça c'est très très bien parce que ça va permettre justement de faire les champs médicalisés qu'il faut, mais toutes ces sœurs, elles vont rester jusqu'à la fin de leur vie. Et il y aura quand même aussi une partie de la communauté qui va rester vivante et qui pourra quand même vivre aussi sa vie de communauté, en sachant que les sœurs aînées sont bien traitées, qu'elles sont contentes et tout,
Mais c'est vrai que sinon, ça alourdit beaucoup. Mais bon, je suis désolé de revenir toujours sur l'argent, mais c'est un projet qui représente plusieurs millions d'euros. Et c'est des projets qu'il va falloir aussi aider à faire parce que c'est l'avenir. Il faut bien s'occuper, comme vous occupez de votre grand-père, il faut aussi s'occuper de toutes ses sœurs et ses monagers. Alors justement, quelle est la dimension spirituelle d'une fondation comme la Fondation des monastères? Finalement, on parle d'argent, on parle d'aide. C'est évident que oui, non, c'est vrai que c'est une fondation qui est là pour aider le monde monastique dans ses aspects matériels pour que justement moines et moniales puissent prier pour nous, entre autres. Il y a une dimension spirituelle parce qu'on vit complètement dans cet univers, qu'on est tout le temps en contact avec les moines et les moniales, qu'il y a des réunions qui se passent chez nous, que nos conseils d'administration sont père abbé, mère abbesse. On vit à l'heure des vêpres, on se dit zut, il est 17h30, je ne peux plus téléphoner. Parce que les vêpres, on dit tiens, je vais regarder dans l'annuaire, peut-être qu'à 18h30, les vêpres sont déjà terminées. On vit un petit peu comme ça au rythme des offices. Et puis la fondation, c'est un ensemble. On n'est que 6 à la fondation pour faire marcher les services généraux, le service des legs, le service des dons, les reversements, le service des secours. Mais on est toujours en contact avec le conseil d'administration où il y a beaucoup de pères abbés et de mères abbesses. Donc c'est vrai que cette dimension spirituelle, elle est dans l'air. Peut-être je voudrais ajouter dans ce sens qu'en réalité, la Fondation est peut-être un modèle de ce que l'Église essaie de vivre souvent, de la collaboration entre les religieux et les laïcs. Voilà. Ce qui est présent dans votre conseil D'ailleurs, c'est révélateur. Des bénévoles. À ma droite, il y a la présidente qui est une moniale. À ma gauche, il y a le directeur de la Fondation qui est une laïque. Et cette collaboration qui se vit maintenant depuis le début et qui s'est développée au fil du temps, j'en ai éprouvé, j'ai vécu la qualité de cette collaboration grâce à chacune et à chacun. Et ça, je crois que c'est voulu par l'Église aussi, cela. Vous voyez, ça a un sens pour l'Église, cette collaboration entre des religieux et des laïcs. Et ça donne cet esprit de fraternité que vous évoquiez, Marie-Laure, à l'instant, cet esprit de fraternité et d'écoute attentive de l'autre dans la différence même des vocations de chacun. On en avait parlé, vous aviez commencé à l'évoquer en début d'émission, c'est la Fondation des monastères et non plus la Fondation des monastères de France. Vous avez une dimension, vous êtes présent un petit peu à l'étranger, comment ça se passe? Ça a été la Fondation des monastères, ça a été une époque, c'était d'abord les Amis des monastères, puis c'est devenu la Fondation des monastères de France, et puis en 96, on a changé de nom, on est devenu la Fondation des monastères tout court, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on nous confondait toujours avec la Confédération de France. Et donc quand vous faites un leg, c'est quand même un peu ennuyeux. On se disait, il y en a combien qui partent à la Fondation de France, des legs qui sont pour nous. Je ne pense pas que ça se passe dans notre sens inverse. Mais aussi, on a commencé dans ces années-là à être interpellé par ce qui se passait, tout ce renouveau monastique qu'il y avait en Europe de l'Est en particulier. Et puis on s'est rendu compte que certaines communautés françaises qui avaient beaucoup fondé, parce que le moine est quand même très fondateur, hein, il essaime beaucoup, ces fondations qui ont été faites en Afrique ou en Amérique du Sud, ou quelquefois au Vietnam, au Japon, enfin il y en a partout, c'est très très lourd pour la communauté d'origine. Parce que les fondations, en particulier des monastères africains, les fondations africaines des monastères français, sont à charge presque indéfiniment. Donc on a dit qu'on allait quand même aider, bon on n'est pas une fondation missionnaire, mais ça nous paraissait difficile de rester à l'écart et de rester égoïstement dans ce monde occidental, nos monastères français. Donc on a enlevé le de France pour ça, mais on n'arrive pas tout le temps on est appelé comme ça. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du vieillissement des monastères, mais il y a des fondations qui se font tout de même. Tout à fait. Actuellement, oui, la dernière en date, je crois que c'est la dernière en date, c'est Citeaux qui part fonder en Norvège. Voilà, le dernier projet, parce que je crois que la première pierre n'est pas encore lancée, mais c'est vrai, Citeaux, c'est la première fondation de l'abbaye de Citeaux, qui est quand même un nom symbolique, et ils vont fonder en Norvège. Ils ont été appelés, c'est une histoire trop longue pour que je vous la raconte, mais dans une prochaine émission, dans une prochaine émission, je vous raconterai l'histoire de Alors qu'en est-il justement un petit peu pour finir du renouvellement des moines, des sœurs? Comment on parle de crise un petit peu d'évocation ou d'engagement plus tardif? Vous en êtes finalement... Peut-être pour ma part juste un sentiment personnel. Bon, et de là d'où je suis actuellement, c'est-à-dire voyant aussi le monde apostolique. On parle beaucoup de crise, c'est très à la mode. Oui. Je pense aussi qu'il y a véritablement un espoir de la vie religieuse aujourd'hui. Moi, je suis frappé parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et de jeunes religieuses qui s'engagent dans nos instituts. Qui parfois tâtonnent, et c'est normal, qui prennent du temps avant de décider, peut-être plus qu'auparavant, et c'est bien ainsi.
à une époque d'allongement de la durée de la vie, mais il y a des vocations qui s'enracinent dans nos monastères et plus largement dans nos communautés religieuses. Alors parfois sous des formes renouvelées. Si vous me permettez de citer un exemple, et qui est parisien, c'est celui des moines et des moniales dans la ville. Je pense à Saint-Gervais, communauté monastique de Jérusalem, qui avait été à l'époque approuvée par le cardinal Lustiger, et on sait leur développement, leur expansion. Donc il y a de nouvelles formes de vie monastique qui peuvent apparaître. Il y a les frères ou les sœurs de Bethléem, il y a donc d'autres formes de vie monastique qui apparaissent, et au fond, ça suscite aussi la vie, cela. Et il y a des monastères très classiques et très anciens déjà, je pense à certains Carmels, je pense à certaines Visitations, je pense à certains monastères bénédictins qui eux-mêmes sont des germinations nouvelles en France. Donc, crise de la vie monastique, oui et non. Oui, bien sûr, il y a moins quantitativement de religieux et de religieuses qu'il y a 50 ans, c'est évident. Mais en revanche, nous sommes persuadés, et notamment à la Fondation des monastères, je l'ai vécu, et maintenant à la conférence des religieux et des religieuses de France où je suis, nous sommes persuadés qu'en réalité, il y a de nombreuses germinations qui sont autant d'espoir pour une vie religieuse. La vie religieuse a quelque chose à dire et à signifier dans le monde d'aujourd'hui. Elle a à être un repère d'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Une note d'espoir pour finir également. J'approuve tout à fait ce que vient de dire. Bien la même expérience. C'est vrai que l'on se décide plus tard. On a d'ailleurs. C'est la société qui veut ça. On parlait d'allongement de la durée de vie et puis de cette jeunesse qui se tâtonne. Oui, les couples aussi. Les couples se marient plus tard. Quand ils se marient, l'engagement est plus difficile à l'heure actuelle. On pourrait peut-être analyser pourquoi, mais on revoit toujours la même chose. Marie-Laure, déjà, il dure plus longtemps. Quand on rentre à 40 ans dans la vie monastique, on en prend peut-être pour 40 ans. Oui. Voire 50. C'est pareil que dans le mariage. Voilà. On rentre plus tard parce que ça va être beaucoup plus long. Eh bien, on refera peut-être une émission sur la vie monastique et sur les engagements. J'espère que nous vous aurons donné envie d'aider, en tout cas, la Fondation des monastères. Et justement, pour les aider concrètement, vous pouvez adresser vos dons et legs à la Fondation des monastères. Une adresse, 83 rue Dutot, c'est à Paris dans le 15e arrondissement. Un numéro de téléphone pour de plus amples renseignements, c'est le 01 45 31 02 02, ainsi qu'une adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, www.fondationdesmonastères.net. Merci à tous les trois de nous avoir fait connaître cette fondation, d'avoir transmis votre passion. Et puis, chers téléspectateurs de KTO, excellente soirée et merci encore de votre fidélité au Magassos.